Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine des dimanches. C'est un réel plaisir de recevoir Nathan Moussonda, président du CONACAT. Il faut dire qu'il est également membre de FDCA de Lukwebo, donc membre effectif de l'Union Sacrée, avec qui on discute sur quelques points qui finalement font l'actualité en RDC en général, puis à Kinshasa en particulier. Bonsoir président Nathan Moussonda, je vous reçois pour la première fois dans ce magazine de dimanche. Soyez le bienvenu. Merci et bonsoir, monsieur Serge. Voilà, vous êtes finalement président de CONACAT. CONACAT, à ne pas confondre avec le CONACAT de 1960 de Moïse Tchombé, je crois à l'époque. Mais vous êtes convention nationale pour Conscience nationale congolaise pour l'action et le travail. Alors, c'était un parti qui a été fondé par le feu Jean-Claude Kazembe, d'heureuse mémoire qui nous a quittés, comme on dit. Donc, vous êtes finalement nommé président ou élu président de ce parti? Élu. J'ai été élu à l'issue d'un congrès qui s'est tenu à Lubumbashi du 13 au 14 mai de cette année. Voilà, le parti est implanté à Kinshasa également, comme à Lubumbashi, il faut dire. Effectivement, à travers 13 provinces sur l'ensemble du territoire national. Donc nous sommes à Kinshasa, Lubumbashi, au Lualaba, au Kasaï oriental, dans la Chopo, et dans le Bandundu et un peu partout. On ne parle pas trop de CONACAT, finalement. Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire que la CONACAT a reçu de grands coups avec effectivement la mort de son président national, le feu Jean-Claude Kazembe, et quelques temps avant du vice-président, le docteur Omba Sakatolo, Modeste. C'est après ces grands décès, il eût fallu se réorganiser. Il a fallu tenir un congrès et là nous sommes là pour redynamiser les activités du parti et faire encore voir et revivre les couleurs de la CONACAT. C'est-à-dire que CONACAT fait partie de l'alliance FDC, comme on dit, FDCA, que gère Bati Lukwebo. Vous êtes donc automatiquement membre de l'Union Sacrée. Vous soutenez les activités du chef de l'État. Effectivement, la CONACAT est membre du regroupement FDC Allié depuis 2017. Et de fait, membre de l'Union Sacrée, et voilà, donc aujourd'hui nous en sommes là. Votre doctrine finalement, parce que vous parlez de la conscience nationale, oui. Quelle est la doctrine finalement de votre parti? La CONACAT prône le fédéralisme intégrateur. Le fédéralisme intégrateur qui est différent du fédéralisme séparatiste figé. Donc ce fédéralisme intégrateur voudrait à ce que le Congolais puisse croire en lui-même, voudrait à ce que le Congolais, à partir du coin où il se retrouve, avec les ressources, avec le potentiel que regorge ce pays en termes donc en termes de minerais, de la géologie, de la faune, de la flore et autres, avec les capacités intellectuelles et humaines que possèdent les Congolais, à partir de là, peut sortir un développement sérieux et intégral pour le... Vous militez pour finalement modifier la forme de l'État, peut-être, dans ce sens-là. Un peu comme l'héritage de Moïse Tchombé, également de Kyungu, de Katumbi. Finalement, cette flair, du fédéralisme, finalement, est plus prôné à Lubumbashi. Vous êtes trop attaché à votre terre, s'il faut le dire. Non, dire fédéralisme ne veut pas dire que nous voulons être seulement à Lubumbashi, non. C'est un mot de gestion. C'est juste permettre à celui qui se trouve à Kenge que l'État puisse mettre en place un mécanisme. Je repose peut-être la question, on cherche peut-être à jouir de ces richesses, je veux dire, de richesses territoriales, je veux dire. La population doit jouir finalement des richesses qui cadrent avec son territoire. C'est de bon droit, c'est de bon droit. Comment voulez-vous que le pêcheur qui prend son poisson à Maïndombe, il vit comment? Il doit vivre de ce poisson-là. Celui qui se trouve dans la carrière de mine de diamants à Mbujimai, il doit vivre des revenus de ce diamant. C'est ça, c'est Dieu qui a fait à ce que les choses soient comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'actuelle forme de l'État, l'unitarisme, je veux dire, dans ce sens-là. Actuellement, nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé, qui se rapproche déjà du fédéralisme. Donc ça signifie que le Congo, depuis un moment, a commencé à quitter. La constitution que nous avons actuellement a prévu la forme de l'État, celle d'État unitaire fortement décentralisé,
qui est très proche du fédéralisme. Donc ça signifie, si aujourd'hui on peut faire un autre petit pas, c'est le fédéralisme. Et beaucoup de questions se posent. Vous le souhaitez d'ailleurs faire ce petit pas, je veux dire. Oui, c'est un souhait, mais il faudrait faire avec tout le monde. Si tout le monde pense que c'est ça qu'il faut, on fait avec. Le fédéralisme intégrateur, c'est-à-dire, en fait, en peu de mots. Oui. En peu de mots. En peu de mots, cela veut dire que le centre de décision, que la gestion se rapproche de plus en plus du gouverné. Celui qui dirige doit être plus proche de ses gouvernés, je veux dire. Donc ça signifie qu'il a les besoins directs de la population et il trouve directement des solutions. Au lieu que ça puisse prendre de longues tournures, que ça aille d'ici à là-bas pour qu'on trouve des solutions. Pour que les décisions ne se prennent pas à Kinshasa. Alors vous avez tenu tout dernièrement une activité, c'était peut-être pour présenter le parti. On va d'abord commencer par voir ces activités-là que vous avez tenues et puis on revient tout à l'heure pour continuer la discussion avec vous. Merci. La relance en vigueur des activités du parti Conscience Nationale pour l'Action et le Travail, CONACAT en sigle, a été faite lors d'un point de presse tenu par Nathan Musonda, président national. Dans son adresse, le numéro 1 de ce parti a également balayé en quelques mots l'historique de CONACAT. C'est un parti créé depuis 2009 et enregistré au ministère national de l'Intérieur. Ce parti a été présidé à sa création par le camarade Philippe Mwamba Witaba. Après le premier congrès, le flambeau a été passé à l'honorable Jean-Claude Kazembe Musonda, d'heureuse mémoire. Et après son décès, il s'est tenu un congrès à Lubumbashi en date du 13 et 14 mai 2022, où ma modeste personne a été désignée et portée pour conduire à la destinée de ce parti. Il fallait que nous puissions nous refaire une santé politique et que nous puissions nous préparer pour faire face aux différentes échéances qui nous attendent d'ici l'année 2023, comme vous le savez. La CONACAT s'aligne en tant que parti politique avec comme objectif la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir par les voies démocratiques, à ce que les élections puissent se tenir dans les délais et que la CONACAT puisse mobiliser et présenter ses candidats. Au sorti de ce point de presse, le président national de ce parti, Conscience Nationale pour l'Action et le Travail, CONACAT en sigle, accompagné de toute son équipe dirigeante, est allé rencontrer sa base de Matadi Mayo. Il a conscientisé ces dernières à soutenir les représentants de Matadi Mayo. Voilà, vous avez vu en image en train d'animer cette conférence de presse et puis également pour essayer d'être en contact avec votre base. Vous êtes jeune d'apparence, finalement vous êtes en politique comme président d'un parti, ça va très vite. C'est pour quelle finalité finalement que vous êtes en politique? Nous pensons que la politique dans ce pays devrait aussi intéresser les jeunes, comme vous le dites, et les jeunes devraient participer à la gestion de la chose publique pour apporter un plus, pour apporter le meilleur d'eux-mêmes, parce que la jeunesse, c'est quand même la vigueur, c'est quand même la fraîcheur dans les idées, pourvu que le Congolais puisse s'épanouir au lieu d'avoir toujours des envies de quitter ou de penser que le bonheur, c'est ailleurs. Est-ce que c'est même dans la politique qu'il faut faire finalement en fait, une carrière? Parce que finalement, dans un RDC, la politique est devenue une carrière pour certains. Je ne suis pas de cette école, je ne suis pas de ceux qui pensent que la politique devrait être une carrière. Je pense que ceux qui me connaissent savent que, à part la politique, je fais autre chose. Je suis doctorant à l'université de Lubumbashi, je suis aussi passionné, donc je suis passionné de l'enseignement. Je suis un agriculteur avéré, je fais de l'agriculture et tout, donc je suis un fonctionnaire de l'État. Et en même temps, on peut aussi faire de la politique, mais à dire que ça devrait être rien que ça, la carrière, faire que la politique, non, je ne suis pas de ça. Très bien, on a parlé de vous également, de votre parti, on parle d'actualité parce que vous soutenez également les activités du chef de l'État. Cette fois-là, on prend en image le chef de l'État qui a reçu quelques ambassadeurs nouvellement accrédités en RDC. Image de commentaire.
Il s'agit de Mohamed Yaziv Bouzid d'Algérie, avec résidence à Kinshasa, Margaret Constance Kamoto du Malawi, avec résidence à Lusaka en Zambie, Mary Unil d'Irlande, avec résidence à Dar es Salaam en Tanzanie, Shimon Salomo d'Israël, avec résidence à Luanda en Angola, et à Guibo du Mali, avec résidence à Brazzaville en République du Congo. Mohamed Yazid Bouzid, nouvel ambassadeur d'Algérie en République démocratique du Congo, est né le 7 octobre 1965 à Tizouz, en Algérie. Il est docteur en sciences politiques et relations internationales. Il a exercé comme directeur Asie centrale et orientale au MAE 2019-2022. Il a été journaliste au quotidien El Kabar et à la revue économique. Il est marié et père de 4 enfants. Madame Margaret Constance Kamoto, nouvelle ambassadrice du Malawi en République démocratique du Congo, est née le 2 avril 1959. Elle est diplômée en administration d'affaires de Leeds Metropolitan University en Angleterre. Elle est diplômée en relations internationales en France. Mary O'Neill est ambassadrice d'Irlande en République du Congo, en République démocratique du Congo, en Tanzanie, au Burundi, à Seychelles et à l'Union des Comores. Avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères de son pays, elle a connu une brillante carrière dans le secteur de la coopération au développement au Mozambique, au Cambodge, au Soudan du Sud, en Ouganda et en Éthiopie. L'Israélien Shimon Salomo, lui, est né le 8 mai 1968. Ex-membre du Parlement d'Israël, il a exercé comme directeur de programme de philosophie et d'orientation à l'éducation et conseiller du ministère de l'Éducation. Aguibo Diallo, nouvel ambassadeur du Mali en RDC, a pour résidence Brazzaville, en République du Congo. Il a exercé comme directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères de son pays. Il a également été chef de la section de Maliens de l'extérieur à la Direction nationale des affaires politiques, juridiques et consulaires. Le vice-ministre des Affaires étrangères et les directeurs des cabinets du chef de l'État ont assisté à cette cérémonie de présentation de lettres de créance. Voilà une autre audience cette fois. Le chef de l'État reçoit des émissaires du roi de Maroc. Question de renforcement d'amitié entre les deux pays. Marche commentaire. Je suis très honoré que Monsieur le Président nous ait accordé cette audience en tant que émissaire de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, roi du Maroc, pour délivrer un message personnel à son Excellence. Et naturellement, la rencontre a été l'occasion de revenir sur l'excellence des relations entre nos deux pays, qui n'a d'égal que l'excellence et la fraternité entre Sa Majesté le Roi et Monsieur le Président. Et naturellement, le Maroc, comme d'habitude, est un pays ami, frère à votre pays. Et nous sommes effectivement là aujourd'hui avec ce niveau de représentation pour témoigner à Monsieur le Président de toute l'affection de Sa Majesté, du peuple marocain et du gouvernement marocain. Le Royaume du Maroc est un pays qui est ami à la République démocratique du Congo. Les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale sont des principes qui font partie des constances du Royaume du Maroc. Et je pense que c'est un message qui est très clair. Nous avons toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo et notre position est toujours la même. Dans mon sondage, je reviens à vous tout à l'heure, là, le chef de l'État a reçu quelques délégations. Il faut dire quand même que malgré tout ce qu'il y a comme tralala d'insécurité en RDC, on sent quand même une sorte d'ouverture diplomatique de la part du chef de l'État, contrairement au régime passé. Est-ce qu'on peut applaudir le chef de l'État par rapport à cette activité? Bon, recevoir les ambassadeurs des différents pays, amis et frères, est une très bonne chose en diplomatie, en dépit des problèmes que ronge en interne notre pays. Il faudrait tisser de bonnes relations avec les pays frères amis parce qu'il y a la coopération entre pays qui est importante et qui profiterait aussi aux Congolais. Alors pour cela, je pense que c'est une bonne chose. Il faudrait en féliciter le chef de l'État. Le chef de l'État, il faut dire que prône l'hospitalité en République démocratique du Congo. Mais on a comme l'impression que cette hospitalité parfois nous tourne en dérision et c'est comme si c'était perçu comme une faiblesse de la part de certains, notamment plus de pays de l'Est, parce qu'il faut qu'on parle quand même de l'insécurité à l'Est de la RDC.
Oui, ben, malheureusement, il y a certains pays qui ne sont pas sincères, qui en profitent de certaines relations, de cette hospitalité des Congolais pour vouloir nous faire du mal. Ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait prendre des dispositions à ce que cela ne se répète pas et agir en tant que pays, parce que la souveraineté et l'intégrité territoriale ne sont pas à négocier. Voilà. Est-ce que notre hospitalité est une faiblesse selon vous? Est-ce qu'on y va un peu pas trop loin avec cette hospitalité jusqu'à confondre finalement les nationaux et à censer, je veux dire, les étrangers dans ce pays? Bon, c'est une culture qu'il faudrait abandonner. C'est une culture qu'il faudrait abandonner parce que être hospitalier n'est pas une faiblesse. Normalement, c'est une valeur. C'est une valeur. Mais quand nous-mêmes, nous ne savons pas nous faire confiance et nous estimons qu'il n'y a que les autres qui peuvent mieux faire, il n'y a que les autres qui sont meilleurs que nous, ce n'est pas le problème des autres, c'est un problème de nous-mêmes. Et nous-mêmes, Congolais, nous devons arrêter ça. Le Congolais se prend pour le plus pauvre ou je ne sais pas, le plus médiocre de tous les peuples. Non, c'est faux. Il y a des pays qui sont vraiment trop bas que nous, mais ils sont fiers d'être de leur pays, d'avoir leur nationalité. Et le Congolais devrait aussi avoir cela. Et améliorer ce qu'il y a amélioré. Faire disparaître ou lutter contre les antivaleurs. Et faire de ce Congo, de ce Congolais, ce peuple respectable, ce peuple travailleur. Malgré hospitalier, ce peuple est digne d'être respecté et devrait se mettre au travail par la conscience. Voilà pourquoi la CONACAT existe. Voilà, la CONACAT existe pour la conscience. On parle finalement de l'Est de la RDC avec tout ce qu'il y a comme résurgence de guerre et je veux dire également des menaces atroces de la part de certains rebelles, même soutenus par d'autres pays. Mais avant d'y aller, je préfère qu'on parle de l'ex-président kényan qui est désigné comme facilitateur d'un conflit à l'Est de la République, qui a conféré avec la presse par rapport à cette situation qui prévaut à l'Est. Après avoir conféré le lundi 14 novembre 2022 avec les différents acteurs impliqués dans la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta était face à la presse pour faire la restitution de ses consultations. Le facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est dans le processus de Nairobi pour la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo a préféré d'emblée fixer le cadre de ces échanges tout en précisant les contours de sa mission. Après s'être entretenu la veille avec le staff de la MONUSCO, l'ex-président kenyan a rencontré le représentant de la société civile de l'Ituri et du Nord Kivu, mais aussi le membre du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, du gouvernement ainsi que ceux du corps diplomatique accrédité à Kinshasa. Aux uns et aux autres, il leur a fait part des exigences qu'impose le mandat qui lui a été assigné. Il a indiqué s'atteler à amener le parti prenante à reconnaître le gouvernement légal et légitime de la RDC sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à respecter la constitution de ce pays ainsi que la souveraineté et l'intégrité de son territoire. Du mandat qui nous a été donné, nous sommes venus ici pour écouter le peuple du Congo, parce que notre travail n'est pas de leur dire ce qu'ils doivent faire, mais juste de faciliter et ramener la paix parmi les différentes parties. Nous avons eu cette opportunité et nous avons entendu assez et nous envisageons maintenant par rapport au message que nous avons aujourd'hui, tous les groupes qui tiennent toujours les armes doivent déposer ces armes et choisir la voie de la paix. À une question sur le contenu de ces échanges avec le membre du corps diplomatique, l'orateur a indiqué avoir insisté sur le partenariat devant caractériser dorénavant leur collaboration pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Voilà, Uhuru Kenyatta, facilitateur dans la crise de l'Est, a également eu un tête-à-tête avec le gouvernement sous la houlette du Premier ministre Sama Lukonde. Image commentaire. C'est en des termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté que les officiels congolais ont échangé avec l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a estimé que la volonté de la RDC à faire la paix avec ses voisins ne peut en aucun cas escamoter sa détermination à défendre l'intégrité de son territoire. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation
du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il est appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté. Le feuille de route de Luanda et de Nairobi doivent être réchauffés, en quoi le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenus. L'argumentaire des officiels congolais a été suffisamment relevé par la société civile des provinces du Nord et du Sud Kivu. Voilà, tout à l'heure, là, donc c'était Uhuru Kenyatta qui a conféré avec certains officiels. La question se pose finalement, en République démocratique du Congo, trop de conciliabules, trop d'accords, mais qui ne sont pas toujours, faut dire, respectés. Hier, c'était Eden Kojo avec le Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, c'est Uhuru Kenyatta avec la crise de l'Est. On a comme l'impression que les Congolais eux-mêmes ne savent pas se prendre en charge pour finalement trouver des solutions aux problèmes qui se posent. N'est-ce pas également votre avis, je veux dire? Bon, d'une certaine manière, oui, et d'une autre, non. C'est-à-dire, il y a des questions internes des Congolais. Par exemple, vous aviez parlé de l'accord de la Saint-Sylvestre. À mon avis, si on a eu recours à Edem Kojo, c'est parce que les Congolais étaient dans une phase où ils ne pouvaient pas s'entendre. Ils ne se faisaient pas confiance. Alors il lui fallut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour faciliter cela. Ouais, mais aujourd'hui, avec les accords de Nairobi, il se fait que la RDC, durant, comment on va dire, avec ce conflit à l'Est, ça ne concerne pas que les Congolais. Il y a certains autres pays qui sont indexés dans cette guerre et du coup, la sous-région, l'organisation des pays de l'Afrique de l'Est a désigné son Excellence Uhuru Kenyatta pour faciliter que la paix soit retrouvée de manière définitive. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, ce que je veux dire, un leadership fort qui pourrait de temps en temps rassurer sur je veux dire, des accords qu'on peut ratifier entre nous? D'abord, je veux dire, nous avons quand même une opposition qui a toujours réclamé, je veux dire, des accords, des traités, des rencontres avec le pouvoir, mais qui n'ont jamais eu lieu, je veux dire. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, on manque un leadership important ou un sage de la République, comme on dit, qui peut de temps en temps réunir les fils et les filles du pays pour discuter de problèmes qui se posent avant de recourir, je veux dire, à l'apport extérieur? Oui, effectivement, le problème avec le Congo ou les Congolais, c'est quoi? C'est que nous avons du mal à nous faire confiance. Ce n'est pas des sages qui manquent dans ce pays, il y en a. Mais à ce jour, il se fait que pour telle ou telle autre raison, pour tel passé ou telle mésentente qu'il y a eu à une certaine époque, on ne peut pas accepter que tel soit le facilitateur. Ouais, c'est un peu de l'orgueil. Une crise de confiance. Oui, il y a une crise de confiance. Pas confiance. Voilà, entre les Congolais. Mais ça ne veut pas dire. C'est dangereux quand même pour une république. Effectivement, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Il faudrait apprendre à se faire confiance. Bien sûr. Même si la confiance aussi doit se mériter. La confiance doit se mériter. Ça signifie qu'il faudrait à un certain niveau que les leaders, que ceux qui pensent être leaders puissent poser des actes par lesquels les gens voudront absolument à tout moment, quand il y a un problème, on dit allons recourir à lui, allons le voir. On a quand même un Sénat qui devrait être perçu comme une chambre haute, devant réguler, je veux dire, certains conflits, mais malheureusement. Bon, enfin, il y a une bonne question finalement par rapport à la crise à l'Est de la République. Il faut dire quand même que cela prend une certaine ampleur et on sent que si cela continue avec cette lancée, on risque finalement d'embraser l'Est de la République démocratique du Congo.
Oui, effectivement, c'est en train de prendre de l'ampleur parce qu'il y a des territoires congolais qui sont en train d'être conquis par l'ennemi. Vous voyez, et quand il y a des territoires qui sont conquis par l'ennemi, il y a des déplacés de guerre, il y a l'économie qui se met à terre. Alors, ça inquiète. Et eux, ils sont en progression. Quand ils progressent, c'est à quelle fin? C'est pour qu'ils occupent ces terrains et commencent à les gérer. Presque plus de 20 ans que nous sommes en train de tergiverser autour de cette crise. Finalement. Malheureusement, oui. Malheureusement, ça fait plus de 20 ans. Répercussions, finalement, dans l'ensemble du territoire national. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Vous imaginez, plus de 20 ans, ça signifie quelqu'un qui est né en 2000 à Rutshuru ou à Bunagana. Aujourd'hui, il a 22 ans. Il ne connaît que la guerre. Les affres de la guerre. Il évite les affres de la guerre. Voilà. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que le Congolais soit toujours dans cette situation? Voilà pourquoi à un certain moment on se dit il faudrait se dépasser. Il faudrait arrêter avec l'ego personnel et tout ça. Moi je suis d'accord avec le chef de l'État qui a dit taisons d'abord nos divergences, mettons-nous ensemble, trouvons une solution pour cette question de la guerre à l'Est. Parce que les gens peuvent rester à Kinshasa, il n'y a pas des coups de feu, il a fait le calme. Mais là-bas, il se lève aujourd'hui, il ne sait pas s'il va dormir, il ne sait pas comment il va manger, il ne sait pas comment il va courir. Et tout cela, oui, mais ça fait mal. Ça fait mal. Voilà pourquoi les dirigeants, les responsables politiques, militaires et autres, chacun a ce qui les concerne. Nous pouvons porter notre soutien, nous pouvons dire que nous sommes d'accord, nous sommes derrière vous, mais faites au moins le nécessaire. D'abord, quelle est la voie de sortie finalement de ce conflit selon Konakat, notre parti? Je pense que selon Konakat, la voie de sortie, il y en a deux. Oui. Il y a deux voies. Ça signifie il y a la voie diplomatique. Il faut parler, il faut se mettre d'accord, il faut faire des concessions pour que de fois la guerre s'arrête, pour que nos frères puissent retrouver la paix. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent que le Congo devrait être divisé. Non. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent qu'il faudrait qu'il y ait une balkanisation. Non. Nous devons rester un. Et un seul Congo. Ça signifie, à un certain moment, les fils et les filles du pays doivent se mettre ensemble, parler d'une seule voix. Et quand nous parlons d'une seule voix, même l'ennemi ne pourra rien nous faire. Et de l'autre côté, comme on le dit, qui veut la paix prépare la guerre. Il faudrait que nous soyons aussi capables de défendre, que nos hommes, que nos militaires soient capables de défendre le territoire national. Et cela, il y a un accompagnement, il y a quelque chose qui devrait être fait par des responsables. Il faudrait les équiper en munitions, il faudrait leur donner leurs primes, leurs soldes. Il faudrait qu'ils soient motivés pour mouiller, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je sais que notre armée peut être capable On reste toujours dans ce conflit à l'Est, on parle de guerre. Mais on voudrait avant tout passer un élément qui parle du ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, qui a été reçu par une commission conjointe sur Défense-Sécurité, Assemblée nationale puis Sénat. Et puis on retourne tout à l'heure pour qu'on continue avec cette discussion. Bertin Mubonzi et Pama Baramoto, respectivement président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont reçu Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus du peuple lors de son audition après un délai de 48 heures. Au sortir de l'audition, Gilbert Kabanda a fixé l'opinion. Le gouvernement s'emploie à tous les niveaux pour que la guerre à l'Est, nous puissions la gagner. Il y a une semaine, j'étais à l'Est. Après ça, je suis parti à l'étranger. Je ne suis pas parti me reposer à l'étranger. Je suis parti pour trouver des solutions à la guerre à l'Est. Je suis rentré. Nous sommes chaque jour au sein du gouvernement. Chaque jour, nous examinons la situation à l'Est et la population peut être sûre que son gouvernement, son Parlement, s'occupe de manière permanente de cette situation et la population peut compter sur ces instances-là parce que cette guerre, nous allons la gagner. De son côté, Bertin Mubonzi, président de la Commission Défense et Sécurité, a fait savoir qu'en tant que représentation du peuple, la souffrance de la population de l'Est reste préoccupante. Le gouvernement, comme il venait de le dire, poursuit son travail à notre niveau en tant qu'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat qui est représenté ici par le président de la Commission Défense et Sécurité, le général Baramoto. Nous nous employons effectivement
à travailler d'arrache-pied pour que nous puissions, en tant que Parlement, avoir des recommandations qui iront dans le sens de permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif qui est celui du commandant suprême, restaurer, au besoin même imposer la paix et la sécurité à l'est de la République. Je reviens à vous, Nathan Moussonda. Tout à l'heure, là, c'était le ministre de la Défense qui rassure sur la pacification de l'Est. Il faut dire que la question demeure. Tout à l'heure, tu parlais des résolutions, on va diplomatique de la guerre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain niveau, il y a ce qu'on appelle une sorte de manque de management au sommet de l'État, ce qui est déploré également par l'opposition? On a eu Moussitou, qui est également coordonnateur de la MECA, qui parlait déjà de la guerre, je veux dire, qu'il fallait déclarer au Rwanda, mais on a traîné le pied. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain niveau, c'est peut-être, je veux dire, la République elle-même tarde finalement à prendre des décisions utiles pour finalement en finir avec cette crise, hein? Mais écoutez, est-ce que le leadership s'est déclaré la guerre au Rwanda? À l'époque, c'est vrai, cette guerre, ça fait plus de 20 ans qu'elle est là. Mais est-ce la solution, c'est déclarer la guerre au Rwanda? Je pense que ce sont des options qu'il faut étudier. Et même quand on veut aller en guerre... Mais vous la déclarez déjà aujourd'hui, il faut dire, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est pas déclaré officiellement, mais avec les invectives contre le Rwanda ou le Rwandais, vous déclarez déjà une sorte de guerre, comme je veux le dire. Vous vous exprimez souvent en retard, ce que je veux dire. Non, en retard, bon, je ne sais pas, je ne peux pas le dire comme ça, mais écoutez, quand les territoires congolais commencent à être occupés par l'ennemi, il faudrait vraiment riposter par les armes. Il faudrait riposter par les armes. Il faut bouter hors du pays l'ennemi. Et surtout, quand on sait d'où il vient, on le retourne de là où il est. Puisqu'à l'époque, je pense, quand Moussito parlait de déclarer la guerre à l'Est, les territoires n'étaient pas encore occupés comme actuellement. Il y avait déjà cette menace. Il y avait de la menace. Quand même, à l'Est de la RDC, il faut reconnaître cela. Oui, c'est comme ça que je pense. Je crois que dans les dires du ministre de la Défense, il dit qu'il a été à l'Est, il est parti à l'étranger, pas pour se reposer, il revient, il est reçu la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est parce que la question est plus qu'importante actuellement. Et je me dis que s'il est parti à l'étranger, c'est pour ramener des solutions par rapport à son domaine qui est celui de la défense du territoire national. Et à ce jour, déclarer la guerre, je le sens dans ses dires, le ministre de la Défense, rassuré que cette guerre, nous allons la gagner. J'aime ce ton-là. Oui, c'est bien de rassurer la population. Mais sur le terrain, il faut dire quand même que, je ne dis pas qu'il y a une sorte de défaite, hein, mais... il faut dire quand même qu'il y a une résistance farouche quand même de la part de rebelles qui attaquent la RDC. Et on fait recours à plusieurs forces, il faut dire, de la région pour finalement contrer l'ennemi. Est-ce que vous ne pensez pas à un certain niveau que la RDC décline une sorte de faiblesse de sa part pour recourir, n'est-ce pas, aux forces étrangères à tout moment? Oui, bon, écoutez, c'est vrai que ce n'est pas digne, mais selon certains accords, selon certains principes, étant membre d'une certaine organisation sous-régionale, quand on sent que chez vous ça ne va pas, la sous-région vous envoie du renfort. Mais ça ne veut pas dire que les soldats, les militaires congolais ne sont pas à l'Est, ils ne se battent pas, non. C'est eux qui sont aussi là. Les autres sont venus en renfort. L'armée congolaise, je veux dire, regorge plus d'une centaine de milliers de militaires, il faut dire. Mais parfois on recourt à 500, un contingent de 500 membres d'une force étrangère, à 900. Mais les 150 000 soldats congolais sont où finalement pour se battre au profit de l'intégrité territoriale, je veux dire. Ouais, mais il faut le dire, le Congo est aussi assez vaste. On ne va pas prendre tous les contingents de militaires. On n'a pas dit ça, c'est une façon de parler, bien sûr. Mais je pense que, à ma connaissance, je pense que le 3/5e de nos éléments, de nos militaires, sont concentrés dans la partie est du pays. Ouais. Mais il faut dire qu'avec la guerre, avec toutes ces agressions, on perd aussi des éléments. Nous perdons les militaires, bien que nous ripostons aussi, on fait aussi tomber l'ennemi. C'est comme ça que je me dis, d'une certaine manière, la sous-région décide de nous accompagner. Ok, c'est une bonne chose. Voilà, très bien. On va continuer toujours à parler de la guerre à l'Est, parce que bon, ce qui est d'actualité, on prend cette fois-là la campagne de mobilisation qui a été lancée par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, campagne dénommée Bendele Ekoyate. Je veux dire, défendons la patrie. Image, commentaire. Face
Face à la guerre d'agression venue du Rwanda, sous couvert des terroristes du M23, le gouvernement a décidé de réactiver le front médiatique. Répondant à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant le patron de presse réuni jeudi dans le studio d'enregistrement de la RTNC2, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, a officiellement lancé la campagne de mobilisation dénommée « Défendons la patrie » Bendele Ekweyate. C'est la campagne de mobilisation que nous lançons ces jours en faveur de l'unité nationale, de la vigilance tous azimuts. Nous allons, à travers cette campagne, utiliser différents outils que je veux vous présenter rapidement. Nous aurons des bannières pour affichage sur les sites d'information en ligne que nous mettrons à disposition des médias, des visuels adaptés pour la diffusion et les partages sur les réseaux sociaux. Vous l'avez sûrement compris que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est les terreaux de la confrontation. Je ne voudrais pas parler de ce que nos adversaires font, mais ils ont investi des réseaux sociaux. Ils ont pris de pseudo-congolais dans le seul souci d'infiltrer nos milieux et de distiller les mauvaises informations. Aujourd'hui, grâce à ce que nous mettons en place, nous serons en mesure de lutter contre cette guerre qui nous est faite à ce niveau-là. Des affiches pour les insertions publicitaires, des habillages de crans, parce que nous souhaitons, et nous allons voir dans quelles conditions avec vous on peut collaborer, pour avoir des plateaux spéciaux, pour avoir des invités, des experts qui viendront, par exemple, expliquer les raisons économiques de cette guerre. Nous avons besoin des historiens qui viendront nous parler de nos communautés Hutus et de nos communautés Tutsi. Parce que fort malheureusement, nous tous nous sommes tombés un peu dans le vocable rwandophone qui est distillé par les autres. Voilà, on prend suite voilà, la marche qui a été réalisée par les confessions religieuses et quelques partis politiques, toujours pour soutenir la RDC. Image commentaire. Quelques confessions religieuses ainsi que les membres de quelques partis politiques ont répondu présents à la marche pacifique de soutien au FARDC à cause de cette guerre qui nous est imposée injustement. En effet, banderoles à la main, calicots et autres sous les soleils ardents en vue de démontrer leur indignation. Cependant, face à cette injustice, ils ont interpellé l'ONU afin que ce dernier puisse mettre fin à ces atrocités qui fait couler le sang de milliers de peuples congolais, surtout à l'est du pays. Cette marche, initiée par les églises de Réveil, a démarré sur l'avenue des Huileries en passant sur l'avenue du 24 novembre pour ensuite atteindre le siège de l'ONU sur le boulevard du 30 juin. Signalons qu'ils vont poursuivre cette marche jusqu'à la gare centrale selon l'itinéraire qui va servir de point de chute. Voilà une formation militaire à joindre à la formation académique, un compte fait par les autorités des études supérieures. Image de commentaire. À partir de l'année académique prochaine, une formation militaire sera à la portée des étudiants de tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire congolais. Cette proposition émane des acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire réunis sur invitation du ministre des tutelles en vue d'examiner la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire de la RDC. Le président du conseil d'administration, l'administration centrale, les services spécialisés, le président de conférence des chefs d'établissement, les recteurs et directeurs généraux présents à Kinshasa, réunis pour examiner la situation préoccupante de l'heure, conscients de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, déclarent leur soutien total à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État, s'engage à mobiliser toutes les forces vives des établissements de l'ESU à travers le pays par des activités d'éveil patriotique. Propose l'application dès l'année académique prochaine d'une formation à la préparation
militaire des étudiants-étudiantes affirment leur disponibilité à développer des modules de formation civique, patriotique et militaire en concertation avec les services techniques compétents. Suggère la création d'une commission paritaire issue défense qui élaborera le contenu de la formation à la préparation militaire proposée ci-haut. Réaffirme leur détermination à joindre leurs efforts à ceux de toutes les forces vives de la nation pour la défense de la patrie. Alors on rappelle qu'on reçoit Nathan Moussonda, président de CONACAT. Tout à l'heure là, il faut dire que les autorités des études supérieures s'accordent finalement pour une formation militaire après la formation académique. On veut enrôler comme peut-être à l'époque, je veux dire des années 60, nos parents furent enrôlés dans l'armée, je veux dire, après les études. Est-ce que vous pensez que c'est un palliatif pour, je veux dire, régénérer le patriotisme, n'est-ce pas, congolais, dans les jeunes qui viennent de finir l'université? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça, je veux dire, la tactique, n'est-ce pas, à proposer pour aguerrir la jeunesse congolaise? Bon, à mon avis, je pense que c'est plus une question de patriotisme que vraiment de l'armée. À ce jour, avoir une formation militaire, ce n'est pas mauvais. Ça permet d'abord à l'individu, au jeune lui-même, d'avoir une certaine formation, une certaine tactique, certaines capacités à se défendre, certaines capacités à être aptes. Aujourd'hui, vous savez que beaucoup de jeunes Congolais sont là, peut-être manque à faire et tout ça, ils plongent facilement dans les antivaleurs. Et un militaire qui a reçu une formation et de surcroît un intellectuel aura un esprit éveillé et aura toujours un sens assez élevé. Est-ce que l'armée a la capacité de regorger finalement tous les candidats qui viendront? Est-ce qu'on a cette capacité financière et logistique pour accueillir cette masse estudiantine qui pourrait venir sur ce genre de formation? Je suppose qu'un ministre comme le ministre de l'enseignement supérieur universitaire lance une opération comme ça. Je suppose que toutes les dispositions ont été prises, tous les préalables sont pris afin d'accueillir ces personnes. On sait parfois comment on procède en RDC. On fait venir les jeunes gens et puis bon, c'est comme on dit, c'est du n'importe quoi, entre guillemets, comme on le voit toujours. Mais bref, c'est quand même selon vous une bonne idée. Est-ce que ces jeunes aujourd'hui enrôlés dans l'armée, parce que bon, on a quand même demandé à la jeunesse de s'enrôler dans l'armée à l'Est comme à Kinshasa, est-ce que vous pensez que cela peut ragaillardir le rang, n'est-ce pas, des FARDC pour contrer finalement, ou pas contrer toujours les rebelles, mais surveiller comme il faut les territoires nationaux? Oui, est-ce que c'est un problème d'effectif? Bon, le problème d'effectif, peut-être oui, mais aussi, vous savez, faire l'armée, c'est aussi une passion pour certaines personnes, avoir une formation militaire. Et aujourd'hui, si les jeunes se retrouvent dans l'armée et que les conditions plus ou moins meilleures sont réunies pour l'accueillir et le faire, où est le mal? À ce jour, nous savons que dans certains pays, même ceux développés, la formation militaire est obligatoire. Je le dis, elle est obligatoire à tout le monde. Parce qu'ils ont le moyen de la politique. Oui, mais j'estime que la taille de ce pays, vous voyez comment le budget est en train de monter en puissance. Et je pense que s'il y a de la volonté, ce n'est pas impossible. Le traitement des soldats, nos soldats, pose déjà problème. On a ajouté encore, je veux dire, leur solde pose problème. Vous envoyez de jeunes gens dans l'armée, mais qui sont maudiquement payés. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, on engraisse finalement une sorte de délinquance qu'on a toujours vécue, n'est-ce pas, à Kinshasa comme ailleurs, ou de jeunes gens qui sont dans l'armée, dans la police, mais qui finalement vadrouillent dans, je veux dire, dans des imperfections? Bon, j'estime que si on doit prendre des intellectuels pour les mettre dans l'armée, ce n'est pas pour un traitement modique. À ce jour, vous prenez quelqu'un qui a fini l'université, c'est ça qu'on a dit, qui a fini l'université, il va dans l'armée. Mais écoutez, c'est un licencié, c'est un gradué. Il voudrait quoi? Avoir un bon salaire. Et quand, je le répète encore,
Quand un ministre s'engage, il le dit comme ça, devant la caméra, ça signifie que les dispositions ont été prises. Je ne voudrais pas qu'on reste dans cet avis, dans cette façon de mal parler de nous, Congolais. Hein, il y a certaines choses qui doivent évoluer, il y a certaines choses dont on doit laisser. C'est vrai que le passé, l'histoire, l'expérience nous enseigne que deux fois on dit ça, on ne fait pas et tout ça. Mais j'estime qu'à ce jour, puisque regardez l'audience qu'a aujourd'hui les chaînes des médias, les intellectuels, les jeunes qui l'écoutent, et que vous racontez des histoires, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, ça sera tout à fait autre chose. Et quand on le fait comme ça, ça signifie qu'on a pris des dispositions et que ça va résoudre cette question. Voilà, avant de quitter finalement, parce que nous sommes en train de chuter, avant de quitter cette problématique de l'Est, on pose finalement la question de savoir, est-ce que la RDC s'y prend comme il se doit dans les conflits à l'Est de la RDC? Est-ce que le problème est profondément examiné finalement à l'Est? Est-ce réellement un problème de rébellion ou c'est un problème de crise d'identité et de géopolitique stratégique à mener, n'est-ce pas, dans cette région de l'Afrique? Est-ce que vous ne pensez pas que parfois on perçoit mal, c'est-à-dire cette problématique de l'Est? Ben, il se peut que ça soit ainsi, qu'on le perçoit peut-être mal, mais vous savez, cette guerre, durant ces 20 dernières années, a eu plusieurs facettes et plusieurs formes. Et même les rebelles, avec leurs leaders, ont changé tantôt en demandant ceci, en demandant cela. Tantôt, on dit que non, ce sont des Rwandais, oh, c'est des Congolais, il était dans l'armée. Donc, ça signifie qu'il y a plusieurs compartiments de cette guerre. Il y a plusieurs compartiments de cette guerre. Et j'estime que les décideurs, les députés nationaux, la commission défense-sécurité, celle du Sénat, le ministère de la Défense, quand ils sont engagés, quand ils se tiennent, nous avons suivi ici avec vous, qu'ils travaillent d'arrache-pied pour que la paix règne de manière durable à l'est du pays. J'estime que toutes ces questions sont en train d'être passées au peigne fin. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a des députés, qui sont à l'Assemblée nationale, qui ont grandi dans la guerre. Et je pense que leur apport est aussi important dans la résolution des conflits. Comme les députés qui sont également tireurs de ficelles, tu vois, dans cette affaire de guerre. Absolument, il faut que ça se tire au clair. Voilà. Il faut que ça se tire au clair. Le problème est profond. Absolument, oui. Voilà. Vous voyez, 20 ans de guerre, ça ne peut qu'être profond. Mais je pense que tous ceux qui sont liés à cette guerre en étant tireurs de ficelles, mais il faut les indexer. Est-ce qu'il ne faut pas tenir, je veux dire, une sorte de conférence nationale sur la problématique de l'Est, hein, selon vous? Est-ce que vous ne pensez pas? Bon, une conférence nationale, je ne le pense pas. Mais je voudrais dire, par exemple, une conférence interprovinciale qui pourrait regrouper les fils et les filles de l'Est. Eux connaissent les solutions, eux connaissent les problèmes réels. Nous sommes à Kinshasa, c'est à plus de 3000 ou 5000 km de Goma. Vous voyez, nous avons les informations qu'on nous donne. Mais les fils et les filles de l'Est, même ceux qui sont ici à Kinshasa, ont les frères, ont les sœurs là-bas qui sont en train de souffrir, qui sont en train de mourir. Ils savent comment cette guerre a commencé. Ils savent comment proposer des solutions. Je pense qu'il faudrait mettre à profit leur expérience, leur vécu pour trouver des solutions réelles et définitives. La RDC traverse cette guerre, je veux dire, ça fait plus de 20 ans. Ouais. Mais on commence à sentir également que même à l'ouest, je veux dire, tout comme au centre, je parlais de toute la RDC, qui est finalement en proie à une sorte d'insécurité, je veux dire. On parle de Kuluna, par exemple, à Kinshasa, on parle de Kamwina Sampou, je veux dire, au Kasaï, on parle également de Mayundombe, avec tout ce qu'il y a comme atrocité, on parle même de Bundudia Congo, qui, finalement, la RDC passe, je veux dire, une sorte d'entorse qui pourrait peut-être, je ne pense pas, mais je ne le souhaite pas, peut-être conduire à une sorte de débâcle, selon une sorte d'analyse intégrale. Vous ne pensez pas? Bon, écoutez... Si on y prend garde, hein, si on y prend garde. Oui, à mon avis, tous ces coins de tension à travers le pays, avant c'était d'abord l'Est, où on savait qu'il y avait la guerre à l'Est. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, à l'Ouest, au centre et un peu partout, il y a cela. Il faut connaître les vrais réels, les réels causes de ces guerres. Et pour résoudre, pour trouver solution à cela, il faut mettre à profit les enfants du coin. Vous voyez aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne va pas, on va dire par exemple, il y a la guerre de Kamwina Sampou. Qui doivent trouver des solutions à cela?
Les décideurs sont à Kinshasa, le pouvoir se décide ici. Mais les enfants, ceux qui vivent là-bas, connaissent les vraies raisons et ils vont trouver les vraies solutions. D'où le fédéralisme intégrateur. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est votre doctrine finalement. Oui, ça apporte une flamme. Quand vous voyez par exemple chez nous dans le Katanga, il y a l'histoire, oh les maïmaï et ceci et cela. Mettez à profit les fils et les filles du Katanga pour résoudre cette question. La question des Koulouna à Kinshasa, ils sont là des années. Tantôt on les arrête, tantôt c'est ceci, tantôt c'est cela. Mais appelez les Kinois, les leaders Kinois. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils tuent des gens avec les machettes? Pourquoi ces atrocités? Je pense que là, on aura les vraies causes et on trouvera les réelles solutions. Très bien, Nathan Moussonda, je rappelle que vous êtes président de CONACAT, parti faisant partie, comme je le dis, excusez-moi le terme, de l'Union Sacrée dans le regroupement FDC. On va chuter, mais cette fois-là, je voudrais quand même qu'on chute avec un élément important du professeur Voto, qui est d'ailleurs nommé DG à la RTNC. Voto qui a fait une projection de son film Mon Caporal. Nous sommes à Bruxelles et au Parlement belge. Image commentaire. En séjour à Bruxelles, le professeur et réalisateur José Adolphe Voto a rencontré le jeudi 17 novembre le ministre d'État belge André Flao, une rencontre de haute portée diplomatique et scientifique sur les questions liées aux anciens combattants que José Adolphe Voto a abordé dans son deuxième film documentaire Mon Caporal, projeté pour la première fois en Belgique le mercredi 9 novembre dernier devant la collectivité postcoloniale au Parlement belge. Profitant de cette tête-à-tête avec Flao, Voto a soulevé certaines préoccupations en rapport avec l'apport de la Belgique dans le processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mieux, le professeur Voto a explicité ces questions, entre autres. Qu'est-ce que le Congo, qui est venu au secours de la Belgique hier, quand la Belgique était envahie, peut attendre aujourd'hui de la Belgique alors que l'intégralité du territoire du Congo est remise en question? Qu'est-ce que les anciens combattants congolais qui ont combattu aux côtés et pour les comptes de Belges peuvent attendre aujourd'hui de la Belgique? Comment faire pour que ces films qui racontent le passé commun de la Belgique et du Congo soient vus par des nouvelles générations de Belges et des Congolais qui ignorent leur histoire? Toutes ces questions du réalisateur Voto portées sur la table de Flao exigent des réponses sérieuses pour qu'enfin soit écrite l'histoire commune de ces deux pays. Voilà, félicitations donc au professeur Adolphe Voto, qui est également directeur général de Canal King Télévision. Il est nommé DGA à la RTNC. Il faut dire quand même que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, des nominations de partout. Les ordonnances ont été signées par le chef de l'État, puisqu'on termine par là. Mais il y a également de mécontents, comme à l'UDPS. On a chanté même la déchéance du secrétaire général Augustin Kabouya. La population ou les combattants, les militants ne se retrouvent pas. C'est souvent les membres des familles, des dirigeants, je veux dire, des partis politiques qui se retrouvent dans ces nominations. Notamment, chez vous, avec Modeste Bahati, 2 de ses enfants sont nommés dans l'administration. On parlait même des Pius Mabilou également. On voit les enfants, le frère, les neveux. Mais en ce qui concerne le parti, c'est-à-dire les membres du parti, souvent ça pose problème. Je veux dire quand même qu'il y a bémol dans ce domaine-là, je veux dire. Oui, bon, il faudrait le dire, mais ce qui est vrai, être enfant d'un leader ou d'un président d'un parti politique ne l'empêche pas de devenir militant aussi de l'être. Moi, je pense que dans les nominations, la méritocratie devait être d'abord le premier critère, être à la place qu'il faut, mettre la personne qu'il faut. Mais néanmoins, il faudrait dire qu'il faudrait aussi, d'une manière ou d'une autre, récompenser, rendre l'appareil à ceux qui vous soutiennent, à ceux qui vous portent, ceux qui vous accompagnent, ceux qui vous amènent. Quand il y a la possibilité de nommer, faites les enfants d'autrui doivent aller s'enrôler dans l'armée pour faire la guerre, et pendant que les enfants des nantis, ils doivent être ministres, directeur général, ils doivent concourir à des postes importants, alors que la masse doit aller faire la guerre à l'Est. Bon, écoutez, ce n'est pas une bonne pratique, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas qu'il faudrait que les enfants des autres aillent faire la guerre et ainsi de suite, parce que je pense que nous tous ici... C'est ce qu'on constate finalement. Oui, ouais. Ce n'est pas une bonne pratique, je le dis. Mais faire l'armée
ce n'est pas aussi le moindre ou je sais pas le plus bête d'emploi. C'est un métier noble. Il y a des personnes que moi je connais qui ont de la passion pour l'armée, qui sont licenciés, qui sont professeurs. Vous êtes membre de FDCA, vous avez eu une sorte de nomination également dans votre parti? Non. Et pourquoi? Je sais pas. Très bien, on clôture par là. Merci. Merci à vous, Nathan Moussonda, président de CONACAT. Merci, c'est la première et pas la dernière fois. Chaque fois qu'on a besoin de vous, on vous fera appel et merci de votre disposition. On se retrouvera. Merci également à vous qui nous avez suivis de partout. Merci également à Pistis Mala ainsi qu'à toute la compagnie qui a finalement voulu cette réalisation. Merci à Serge Marcosso, à Soulem Boyo qui ont réalisé cette édition. On se retrouve donc tout prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Kanakina.